Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, tenez, on va parler chien et chat. Et on va démarrer là avec un chiffre assez incroyable sur quelle est votre principale source d'amour. Tout compris, quelle est votre principale source d'amour? Vous voyez où je veux en venir? Les chiens, les chats, enfin les hamsters, les poissons rouges, etc. Mais bien plus que votre conjoint, visiblement. On va parler de tout ça tout de suite. C'est parti sur Sud Radio. On repart les amis, on repart avec Mathieu Lambeau qui est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Ravi de te retrouver dans une nouvelle aventure. Alors, mais c'est ça, alors c'est intéressant Mathieu parce que j'ai rarement l'occasion de mettre ça en avant. Je l'ai fait récemment avec Pierre Danon. Mettre en avant en fait les managers. Mettre en avant ceux qui prennent la direction de boîte. J'imagine, parce que, là c'est plus l'agroalimentaire d'ailleurs, hein, on va parler chien, chat, etc. et tout, ouais. Mais t'as dirigé, combien de boîtes t'as dirigé là? Parce que t'es encore jeune, non, en tout cas 3 grandes. C'est sympa, voilà. Tu commences bien, je suis jeune, c'est sympa. Non mais 3 mais quoi. Donc t'as dirigé Findus, Saint-Mamet, qu'on connaît bien, Findus longtemps, Saint-Mamet, qu'on 2 ans bien aussi, hein, voilà. Bon, maintenant donc on va en parler, AgroBiothers, mais c'est un métier quand même, non? Que d'être manager. Parce que sans arrêt, les entrepreneurs. Il faut des gars pour tenir les business aussi. Pour les réorienter. À chaque fois, tu les réorientes. C'est quoi justement? Je pense que tout se mélange en fait. Il y a l'entrepreneur qui démarre de zéro avec la page blanche. Et là, c'est vrai que moi, je trouve ça toujours génial. Hein, les mecs qui commencent avec. Enfin, vraiment, voilà. Je pense d'ailleurs, c'était tes émissions depuis des années les célèbres. Après, tu as le manager dans une grosse structure où là, tu es plus en fait un fonctionnaire probablement. Et puis après, il y a quand même il y a plein de managers, plein de situations. Donc moi, j'étais plus dans des situations en fait où j'étais manager, c'est vrai, mais entrepreneur aussi. Attends, Findus, c'était quoi le chiffre d'affaires de Findus? Parce que c'est vrai, grosse notoriété, mais c'est une ETI. Tu veux dire à la fin ou au début? Non, mais au début, c'était 70, à la fin, c'était 400. Sur combien de temps? Ouais, mais finalement, ça a été pris par des hedge funds américains et on a perdu avec mon équipe. On pensait arriver à le racheter. Hein. D'ailleurs, là, on est dans des vraies histoires d'entrepreneurs. Et finalement, on n'est pas arrivé. Et donc... je me souviens plus de cette histoire. Vous aviez essayé de faire parce que c'était des histoires qu'on ne dit pas dans les médias. C'est bien que tu as un émetteur toujours pour une histoire, donc c'était pas, voilà, il n'y a pas besoin de le dire. Tu l'as jamais raconté l'histoire? Non. Ah non, il n'y a pas besoin. Quand tu rates un deal, tu vas pas aller. C'est vrai, t'as raison. Non, mais quelqu'un aurait pu, parce que c'est une marque iconique, si tu veux, c'est super intéressant et quelqu'un aurait pu. En fait, on l'a raté. La vraie histoire, c'est pas le sujet du jour, mais la vraie histoire, c'est qu'on l'a raté lors du Horse Gate, en fait. Ah oui, c'est ça, la viande de cheval, l'histoire de la viande de cheval. Et après, on l'a raté 2 ans plus tard. Finalement, c'est parti, c'est très bien. Ils font un super boulot et je suis fier de mes équipes. Puisque Findus est devenu hyper dominant, hein, c'est quand même génial. Hein. Et quand justement je venais de voir sur ton plateau il y a très longtemps, on était tout petits. Oui, mais déjà, tu avais en tête des choses qui... Alors, vraiment, là-dessus, je te rends hommage. Il y avait un truc qui m'avait énormément marqué. D'accord. Et que le retail oublie trop souvent, quel que soit le... C'est pourquoi tu avais fait un paquet de... C'était pas 1 kilo, c'était 1 kilo et quelque chose, 300, 400 grammes, parce que tu avais mis des petites caméras dans des cuisines, des gens qui évidemment étaient volontaires. Tu avais regardé comment le client portionnait ce que tu lui vendais, et tu t'étais dit, si je fais 1 kilo, il n'en aura pas assez, si je fais 1,5 kg, il en aura trop, et on va lui faire exactement ce qu'il veut. Voilà. Ouais, c'est la base. Clés. C'est la base. C'est la base de notre métier. Hein. Je pense que exactement. Dans la grande consommation, et là on va parler des animaux, parce qu'on parle de chien-chat, exactement. Poisson et de jamais sans mon chat. Exactement. Voilà. Jamais sans mon chat. Et au final, si on ne comprend pas le consommateur, si on n'est pas en fait marketeur, on n'est rien. Et d'ailleurs, c'est bien le drame quand les financiers finalement mettent que des financiers à la tête de ces boîtes, ça marche pas. C'est pas possible. Bah non, forcément. Enfin, il faut qu'il y ait un financier, mais il faut que le financier fasse confiance au gars qui est au contact du client, qui connaît le client. Alors donc, et là c'est un chiffre, donc je l'ai dit en sommaire. Mais alors ça vaut quoi ton sondage quand même? Parce que je me suis dit que j'allais valider le sondage. À tes côtés. On parle de Whoopet, qui est un site internet avec quand même 3 ou 4 millions de personnes, donc je pense pas qu'ils fassent des choses n'importe comment. D'accord. Et ce sondage est juste génial.
c'est qu'on a vraiment du souci à se faire, toi et moi. Donc 2/3 des sondés déclarent que leur animal de compagnie est leur principale source d'amour. Leur conjoint est à 13%, la famille 19%, les amis 2%. Ouais. Mais est-ce que ça en dit plus sur les propriétaires d'animaux que sur la société en général, non? Parce que j'imagine que, puisque c'est Whoopets qui sonde ses lecteurs, etc., ça en dit énormément sur les propriétaires d'animaux, mais ça valide ton... Enfin, ce pourquoi j'avais envie que tu viennes, c'est qu'on est aujourd'hui sur des dimensions qui peuvent être irrationnelles sur les dépenses que sont prêts à faire certains propriétaires d'animaux. Je pense que la décharge émotionnelle d'avoir un animal, enfin, c'est une sorte de dynamite émotionnelle. C'est-à-dire que, et alors après, il y aura, tu vas probablement, toi ou d'autres vont inviter des gens pour le commenter, mais on remplace l'homme un petit peu par l'animal, quelque part. On est à 13%. Ouais. Oui, mais en fait, chez les propriétaires d'animaux, non? Enfin, bon, ouais, mais enfin, quand même. Il y a quand même bien des propriétaires d'animaux qui ont des conjoints. Et je m'adresse à eux. Ne désespérez pas. Aimez-vous les uns les autres. Et donc voilà, moi ce qui me concerne, aimer les conjoints, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est... Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, non, voilà. Donc, je pense qu'il y a une relation qui est en train de se faire qui est très forte. On parle d'humanisation de la relation à l'animal. Moi, je dirais de surhumanisation. Et on arrive au point où on fait des lois. Hein. On est bien en train de débattre depuis... plusieurs mois avec la loi de Julien Normandie. Je la connaissais pas, je l'ai apprise grâce à toi, cette loi contre les abandons d'animaux. Ouais. D'accord. Et on a plein de phénomènes de société, que ça soit les véganes, que ça soit, qui est quand même aussi que ça soit le L214. Tu as raison. Et tout ça finalement se lie et on commence à placer l'animal dans une autre dimension. Exactement. Ouais. Et c'est là où finalement des business comme donc Agrobioteur, qui est un business de pet care, donc on connaît le pet food, hein. Le pet food, tout le monde connaît. Si on prend la GMS, par exemple, c'est 2 milliards. Le pet care, c'est 200 millions d'euros. Donc c'est tout petit, c'est 1/10. Attends, je veux traduire. Hein. Donc, dans la grande distribution, l'ensemble de la nourriture pour animaux, c'est ça, enfin animaux de compagnie. C'est ça. C'est un business de 2 milliards d'euros. Mais toi, c'est hygiène beauté. J'ai adoré ça. C'est L'Oréal en fait. Hein. C'est hygiène beauté et les accessoires. Voilà. Exactement. Et ça, c'est 200 millions, ça. 200 millions. Ouais. Et si on rajoute la litière qui fait 250, on arrive à plus de 400. Mais donc finalement, c'est des produits qui avaient peu de valorisation au départ, qui étaient peu recherchés. On achetait une lespe pour un chien, comme on achetait autre chose. Voilà, c'était pas, on va dire, un acte choisi, un acte émotionnel. Et on voit bien, de par ce qu'on a fait, puisqu'on est arrivé, nous, il y a 1 an, on a fait une chose très simple. On a 3 marques. On a changé immédiatement le logo des marques, le packaging des marques, donc du basico-basique en marketing, hein, il n'y a rien de... Et les marques sont à plus 30, plus 40. Et honnêtement, alors certains vont dire, c'est l'effet épidémie. Non, c'est pas l'effet épidémie. D'ailleurs, le marché n'est pas à plus 20, plus 30, plus 40, il est à plus 8. Et la moitié de la croissance, c'est nous. Donc ça montre juste que derrière ça, en fait, il y a une attente consommateur qui est forte. C'est que si on a, à un moment donné, un jouet pour un chien mal marketé, il intéresse moyennement. Par contre, si on commence à le marketer, à en parler, si on fait un shampoing si on fait des produits de soins pour chien, pour chat, voire pour hamster. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Et à ce moment-là, on intéresse. Voilà. Et quand tu parles de packaging, de marketing, je disais, c'est L'Oréal. Les codes de communication... Non, mais les codes de communication sont les mêmes. Enfin, tu essayes de t'approcher des codes de communication qui sont utilisés par les grandes firmes de cosmétiques? En fait, je pense que la seule chose qu'on a à faire, et je sais pas, et je le dis vraiment en admiration par rapport à des gens comme L'Oréal, c'est de faire exactement comme eux. Ouais, c'est ça. C'est de surtout pas essayer de se dire... Comme c'est des animaux, il faudrait faire différemment. Donc, s'il y a une tendance bio, il faut faire du bio. S'il y a une tendance naturelle, il faut faire naturel. Et donc, ce qu'on appelle, avec un mot compliqué, l'anthropomorphisme, c'est exactement ça. On donne quand même, on associe nos animaux à des sentiments, à des choses qui sont humains. Bon, mais toi, en tant que manager, et je voudrais surtout pas donner une mauvaise... J'imagine que tu respectes ça. C'est-à-dire, tu regardes ces phénomènes, tu les respectes, et enfin, pour comprendre tous tes clients et pour pousser le truc le plus loin possible, peut-être pas aller trop loin non plus, c'est ça, à un moment... Non, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est des marchés... Alors, si on prend, par exemple, l'alimentaire, où j'étais, c'est des marchés qu'on a suranalysé les consommateurs. Et quand on mettait, nous, les caméras dans les cuisines à Findus pour justement voir... C'est parce qu'on est arrivé à un moment donné où on voulait être sûr de nous, on voulait vraiment comprendre. Là, on arrive dans un secteur où, finalement, il n'y a pas eu tant d'analyse que ça. Il n'y a pas eu tellement de... Alors, le marketing, c'est un gros mot finalement, mais ça veut dire quoi sur le fond? Ça veut dire comprendre le consommateur, c'est tout. Et donc, on est juste en train, la seule chose qu'on est en train de faire, quand je dis du basico-basique, c'est juste, enfin, l'école de marketing vous apprend ça, c'est d'écouter les consommateurs, de comprendre ce qu'ils veulent et d'essayer de faire les produits qui correspondent à ce qu'ils veulent. C'est tout.
Et ton pricing, est-ce que tu arrives par les prix aussi à remonter un petit peu tes prix vu cette frénésie qui saisit l'ensemble de tes produits? Alors, on n'est pas, en fait, nous, dans une stratégie de profiter. Alors déjà, ça, c'est un truc que je trouve... Je pense qu'il faut faire très attention à ce qui se passe actuellement, parce qu'on a peut-être ce qui se passe aujourd'hui, il y a ce qui se passera demain. Et le pouvoir d'achat d'aujourd'hui, c'est pas le pouvoir d'achat de demain, déjà. Ouais. Donc, commencer à prendre des paris en disant on va premiumiser, pour utiliser un mot usité, à mon avis, c'est dangereux. Deuxièmement, nous, on est dans plusieurs réseaux et le pricing dépend du réseau. Si on prend par exemple le réseau GMS, donc la grande distribution, là, on est sur des prix très accessibles. Et donc, on va rester là-dedans. Maintenant, bien entendu, lorsqu'on a un produit bio, on est 30% plus cher comme on l'est pour l'alimentaire. Lorsqu'on va aller sur un produit naturel, et on a plein de gammes qui vont arriver en 2022, on aura aussi un premium de prix qui sera en lien avec ça. Mais il n'y a pas de stratégie, on va dire, d'augmenter les prix. Après, quand tu es sur Internet, sur des modèles de business différents, enfin sur des chaînes de supply différents, forcément, tu as des prix différents aussi. Parce que ton coût est différent. Oui, tout à fait. Mais non, mais j'entends bien ce que tu dis. Grande prudence. Ouais. Avant de pouvoir analyser ce qui est en train de se passer. Ouais, je pense. Alors c'est le dernier point qu'il faut qu'on voit ensemble. Tu l'as dit. Alors d'abord, j'ai pas dit, c'est donc entreprise familiale, qui était familiale. T'as 3 unités de production, 250 salariés, un labo de recherche justement pour l'ensemble de ces sujets. Et donc c'est là aussi le bio, le naturel. Enfin, on va pas détailler parce que les litières. Mais j'ai regardé ce que tu fais. T'es aujourd'hui tu fais de la recherche pour rendre des litières totalement naturelles, biodégradables. Ouais, en fait, on a une stratégie qui est simple. Tu l'as compris, le premier axe, la première chose qu'on fait, c'est la marque. Je viens de te parler de la marque pendant 10 minutes, là, enfin 2 minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre le consommateur, faire des packaging, on va commencer à communiquer, etc. Donc ça, c'est la marque. Et il y a une deuxième chose qu'on fait, qui est plus on va dire je crois réellement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plan B. Je suis un écologiste depuis... D'ailleurs, quand on se parlait à Findus, on en parlait déjà. Oui, pêche responsable. C'est la première fois avec toi que j'ai entendu parler de pêche responsable. Exactement. Donc, à Boulogne-sur-Mer, je me souviens. Et on sait très bien aujourd'hui que les financiers qu'il y a encore, ou ceux qui pensaient encore... Voilà, donc ça a changé. Donc, on est en train de faire pivoter la boîte à 360, et là, c'est vraiment très compliqué. D'une boîte qui, finalement, connaissait même pas le mot... l'écologie, c'était quelque chose qui était pas connu, qui était pas compris. Sachant qu'il faut savoir que la plupart des produits... pas forcément dans notre cas, mais de l'industrie, viennent de Chine. Ouais. Donc on a un problème. On est en train de la faire pivoter sur un axe d'écologie, de responsabilité sociale. Non, mais finalement, ça veut dire que le petit jouet pour les chiens, par exemple, tu veux plus qu'il vienne de Chine. C'est ça. Et tu veux essayer d'éviter... il sera forcément toujours un peu en caoutchouc, quelque chose comme ça. Enfin, tu vas réfléchir là-dessus, tu travailles sur la façon de le rendre le plus éco-responsable possible. On travaille, on fait déjà. C'est-à-dire que, ça me fascine. Non, mais c'est génial. Et après, donc 2 choses. Là, sur les jouets, un truc intéressant. Donc les jouets, 99% des jouets pour les chiens viennent de Chine. Ouais. Tu fais quoi quand t'arrives? Tu fais quoi? Donc ce qu'on a fait, c'est 2 choses. On a une belle usine en Tunisie qui fait du textile. On est en train de la convertir à faire du jouet. Parce que bien entendu, quand tu fais la Bourgogne, cuiserie, on est made in Bourgogne. On est fiers de l'être. Quand tu fais Bourgogne, Tunisie, c'est la même distance que Bourgogne-Birmingham. En plus, il y a le Brexit, donc ça c'est mort. Oui, mais je comprends. Non, et tu te rapproches, il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Et après... Mais même dans les composants et les matériaux, tu vas faire en sorte qu'elles soient éco-responsables. Exactement. Donc on part sur des produits recyclés, on part sur notamment des jouets qui sont à base de caoutchouc naturel, donc qui sont plus à base de plastique. Donc voilà, et donc ça qui vont être forcément... Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir si... parce que tu vas augmenter ton panier moyen, forcément ce sera plus cher. Bien sûr. Et donc les gens qui vont suivre, c'est là que ça va quand même être très intéressant. Bien sûr. Merci Mathieu, on est déjà au bout. Ça fait un quart d'heure qu'on se parle quand même. C'est passé Je suis désolé. C'est passé à une vitesse dingue. C'est passé à une vitesse dingue. Donc AgroBiothers, et on n'a pas cité T'as 3 marques, c'est ça Absolument. On a une marque qui s'appelle donc Vetocanis, qui est la marque de soins qu'on retrouve chez Leclerc, Carrefour, Système U, Intermarché, j'espère j'en ai pas oublié. C'est toujours un grand risque ça. C'est un grand risque. Auchan, t'as oublié Auchan. Voilà. Et puis j'ai une marque qui s'appelle Aimé, donc qui est une marque là plutôt de ce qui n'est pas en fait hygiène soins. Et après on a un réseau qui s'appelle l'animalerie, la jardinerie, etc. Donc je vais pas les citer, sinon là pour longtemps. Il y en a beaucoup. Et là on a une marque Tyrol, qui s'appelle Tyrol. Mathieu Lambeau était notre invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.
Mathieu Lambeau, donc le président de AgroBiothers, était notre invité sur Sud Radio. Le e-commerce à venir tout de suite. On repart les amis, on repart avec Johanna Bolander qui est avec nous. Bonjour Johanna. Bonjour. Ravi de vous recevoir, de te recevoir. Donc merci e-commerce. Moi je voudrais... c'est opportuniste dans le bon sens du terme. Voilà. Ouais. C'est août 2020, c'est ça, hein, que tu t'es lancé. Alors d'abord, chapeau, se lancer en août 2020, voilà. Dans un contexte un peu nous, particulier. Nous, c'est juin 2020 qu'on s'est lancé. Ouais. Tu vois, voilà, donc, on était au même moment, aux mêmes endroits. Exactement, au son du canon, comme ils disent aux États-Unis. Donc, vas-y, raconte un peu le déclic, la démarche, et ensuite on parlera de ce que doivent faire les commerçants justement pour se relancer. Tout simplement, donc en août, je me réveille. Donc mon parcours, ma formation initiale n'est pas du tout liée au e-commerce. Je me réveille, donc moi j'ai fait des lettres à l'école normale supérieure, donc on est vraiment sur quelque chose de radicalement. L'école normale supérieure, oui, à vrai, là oui, à vrai, celle qui est à Paris, oui, tout à fait. Oula. Donc j'étais étudiante, je termine mes études. Immense respect, je tiens à le dire. Merci, c'est gentil. Vraiment. Mais bon voilà, évidemment mon papa, commerçant, antiquaire, qui est à la maison pendant le confinement qui est annoncé, et je le vois donc dans une forme de un petit peu désœuvrement. Il ne travaille pas, il ne fait rien, donc je me dis voilà. On va travailler ensemble sur comment je vais pouvoir te transmettre des compétences dans le numérique pour que tu puisses digitaliser tout ton métier d'antiquaire, d'antiquité, pour mettre en ligne tes produits, utiliser un petit peu les réseaux pour communiquer. Et merci e-commerce, tout simplement. Il ne le fait pas du tout. Très peu, ou d'une façon un peu prudente, ou en déléguant une certaine partie des tâches à des enfants de la famille, des cousins, voilà. Il considérait qu'il fallait avoir 20 ans pour faire du numérique, ce qui est la exactement. première des énormes erreurs. Oui, voilà, on dirait que c'est un préjugé, la difficulté, voilà, le niveau de difficulté qui est un frein et un petit préjugé, alors qu'en réalité, on est sur des pratiques et des techniques assez simples, même assez ludiques, assez... Non, mais attends, on va y aller dans le détail, mais entre aider papa... dans le désœuvrement, et il est antiquaire en quoi? Et mon père a 2 boutiques au Puce de Saint-Ouen. Donc j'ai un fort attachement en fait à l'antiquité, des meubles, de l'art déco, l'art déco, avec évidemment toute une entrée un peu fine, des objets qui vont être tendance, donc il y a du nordique, du scandinave en ce moment, bon voilà. Vous connaissez, peut-être que vous faites un tour par là-bas. Non, pas du tout. Non, ça m'intéresse, tout m'intéresse. À partir du moment où c'est spécifique, oui, ça devient mon entrée a été un peu singulière. Donc, d'ailleurs, on a de très bonnes relations avec le marché aux puces, puisque je suis assez présente dans le marché pour conseiller des marchands, et un peu mener un peu mon combat là-bas. C'est aux antipodes. On a l'impression donc e-commerce, digital, BIM, Alibaba, Amazon. Marché aux puces, on a l'impression des 2 extrêmes du commerce, en fait. C'est vrai, tout à fait. Mais voilà, c'est des extrêmes qui aujourd'hui ont leur place, et le digital a apporté beaucoup de valeur à la proximité, hein, quoi qu'on puisse aujourd'hui constater. Ça va redynamiser toute une partie de cette activité-là. Et le marché aux puces lui-même s'est énormément mobilisé pendant la période de confinement, puisqu'il a dû fermer. Ouais. Pour vous donner cet exemple-là, donc le marché aux puces n'était plus du tout accessible. Hein, les marchands ont dû fermer, ont dû perdre beaucoup en volume d'activité. Et pour vous dire un peu les directeurs de marché, donc il y a quand même 1200 marchés au Puce de Saint-Ouen. Donc au Puce. 1200 marchés, c'est-à-dire 1200 boutiques. 1200 marchands, excusez-moi. 1200 marchands. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, avec quelques marchés très très spécifiques et dédiés à des 1200, mais oui, dit-on. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Donc c'était volet fermé, et ils ont dû organiser une marketplace. Beaucoup de sujets en fait digitaux, et on était un petit peu associés à ça. On conseillait et on formait surtout, puisque moi c'est mon entrée, la formation des publics commerçants. 1200 marchands, ça veut dire que c'est des centaines de millions d'euros le chiffre d'affaires de. Ah oui, incroyable. Et puis même les loyers, donc vous savez, c'est toute une chaîne de valeur qui s'écroule. Bon, mais alors donc toi derrière tu décides de faire une école quand même. Exactement. Donc moi j'ai décidé de fonder une école. Voilà, une école de formation professionnelle adulte dédiée au soutien des publics commerçants. Voilà, pour leur digitalisation, pour leur approche du e-commerce et du numérique. Donc concrètement, ça passe par des programmes en présentiel à mon école. Donc on est dans le 10e, on n'est pas très loin, mais on est quand même... Donc, voilà, dans le 10e, on a une très belle école qui est une ancienne industrie textile qui a été reconditionnée et un petit peu... Mais pourquoi en présentiel ? Parce que en fait, la proposition de valeur en e-learning, en distanciel, on en parle beaucoup, on l'a fait évidemment, on en parle beaucoup, mais dans ce contexte-là, qui est assez singulier avec la crise du Covid, avec la fermeture, l'isolement, le maintien à domicile... Et nous, on a décidé un petit peu de casser ces codes-là pour reproposer des salles de classe à l'ancienne, traditionnelles,
Et donc, je vous avoue que c'est vraiment une sorte d'axe de succès majeur pour nous, qui est vraiment de proposer des salles de classe comme on a l'habitude. Mais enfin, tu t'adresses à des commerçants qui étaient fermés évidemment dans cette période. Qui étaient fermés, mais là qui rouvrent. Qui rouvrent. La première des caractéristiques d'un commerçant, c'est qu'il n'a pas le temps. Pas du tout de temps. Pas le temps. Pas du tout de temps. Alors déjà pendant le confinement, il était en présentiel, donc il a pu réseauter. D'accord. Mais sortons du confinement. Et hors confinement... Parce que t'es parti pour 20 ans, là, avec ton école. Enfin, je l'espère. Oui. Mais voilà, donc. Et hors confinement, on a toujours nos programmes qui courent en e-learning et en distanciel. Ah, évidemment. D'accord. Tout à fait. Ok. Donc on a ces 3 formats qui un peu se complètent comme ça. Pendant le confinement, on avait vraiment cet axe présentiel qui a un peu surpris également des collègues, d'autres organismes de formation qui eux vraiment me disaient non, l'e-learning, le distanciel, c'est vraiment là que ça a développé. Et justement, nous, on n'a jamais été aussi plein avec autant de demandes. Enfin, dites-vous bien, mon école, elle fait 300 mètres carrés grâce à ces des 2-3 derniers mois de confinement présentiel. Et comment tu as trouvé tes formateurs ? Les formateurs, tout simplement, en passant des annonces pour avoir des formateurs à la fois compétents dans les problématiques marketplace, numérique, digital, introduction au digital, nouvelles techniques, marketing, inbound, outbound, réseaux sociaux. Bon, ça c'est la partie qu'on maîtrise mieux en tant que jeune génération, on va dire. Non. Mais non. En plus, je crois pas. Mais tu me fascines, Johanna, parce que tu sortais donc de la rue d'Ulm, c'est ça ? Oui, c'est ça. Classique ou moderne ? Moderne. Moderne, lettre moderne. Donc t'es quand même aux antipodes des marketplaces, de Miracle, de je sais pas, de j'ai l'ensemble. Tout appris, hein, c'est clair. J'ai tout appris par moi-même. Malheureusement, ça m'a passionnée. Fatalement, je me retrouve là. Si mes collègues me voient, d'ailleurs, je les salue. Mais oui, tout à fait. Et c'est fantastique. Après, je n'étais pas très loin de l'enseignement. Parce que normalement, je suis pas très loin non plus. Oui, normalement, ton parcours, c'est être agrégé. Et puis ensuite, soit tu fais de la recherche, soit t'es prof d'abord lycée, puis ensuite en université, en fonction de la façon dont ça se passe. Exact. Et donc c'est un switch total. Non, mais c'est-à-dire quand on a les études supérieures, alors surtout Normal Sup. Certaines études. On apprend à travailler. On apprend à apprendre. C'est vrai, à s'intéresser également. Et une fois qu'on... Ouais, voilà. Tout à fait. Et donc on est capable de devenir expert e-commerce en 3 mois, quoi. Voilà, alors moi j'ai, on va dire, piloté... Tu t'es entouré d'experts, voilà, exactement, c'est ça. Je m'entoure d'experts aujourd'hui, donc je forme également sur certains programmes. Je me suis entourée de personnes qualifiées. Aujourd'hui j'ai 7 formateurs, donc ils sont globalement tous indépendants, évidemment. Puis ils enseignent, c'est les meilleurs. Vraiment, j'ai pris des personnes extrêmement qualifiées, puisque j'avais besoin justement d'aller chercher des... Johanna Bollander, donc fondatrice de Merci e-commerce sur Sud Radio. On se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.